Tu veux rédiger une lettre formelle en français sans faire d'erreur? Tu passes le DELF ou le DALF et tu veux être sûr de réussir la production écrite? Ou tu veux simplement savoir comment bien écrire une lettre claire, élégante et convaincante? Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, on va tout voir. Je vais te donner les meilleures formules d'introduction, les expressions à utiliser pour organiser tes idées, des phrases de conclusion prêtes à l'emploi, les différentes formules de politesse selon la personne à qui tu écris, et même les abréviations utiles dans une lettre officielle. Et surtout, à la fin, je vais te montrer exactement comment organiser la page de ta lettre pour qu'elle soit parfaite. Et si tu veux un bonus, je t'ai préparé une série complète d'exemples que tu peux copier, adapter et t'entraîner avec dès maintenant. N'oublie pas de commenter en bas. Dis-moi si tu passes un examen ou si tu veux que je corrige ta lettre dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti! Dans cette première partie, tu vas découvrir plusieurs formules essentielles pour bien commencer une lettre formelle. Elles servent à poser le cadre de ton message, à rappeler un contact précédent ou à introduire ce que tu veux dire. Voici les exemples que tu peux utiliser. En réponse à votre lettre. Cette formule est très utile pour montrer que tu réponds à une correspondance précédente. C'est une bonne manière de commencer si la personne t'a déjà écrit. Suite à notre entretien téléphonique. Parfaite si vous vous êtes parlé au téléphone. Elle permet de rappeler que la lettre fait suite à une conversation. Nous avons de regrets de vous faire savoir. C'est une formule utilisée quand tu dois annoncer une mauvaise nouvelle, mais de façon polie et professionnelle. Conformément à votre demande. Celle-ci est utile si tu réponds à une requête. Elle montre que tu as bien pris en compte la demande de la personne. Nous avons le plaisir de vous informer. L'inverse de la précédente, on l'utilise quand on a une bonne nouvelle à annoncer, de manière formelle. Nous accusons réception de votre lettre. Formule très classique en contexte professionnel, elle sert à confirmer que tu as bien reçu la lettre de l'autre personne. Ces tournures sont des bases incontournables. Elles donnent tout de suite le bon ton à ta lettre. Choisis toujours celle qui correspond le mieux au contexte et à l'intention de ton message. Sur cette page, on retrouve une sélection de verbes et expressions essentielles pour enrichir le corps d'une lettre formelle. Ces tournures permettent de structurer ses idées, de marquer une position ou d'introduire des arguments de façon claire et polie. On commence avec les verbes d'observation ou de précision. Je note, j'observe, je précise, je souligne, je confirme. Ces verbes servent à introduire un fait ou une remarque que l'on veut mettre en évidence, sans agressivité. Ensuite, des formules plus nuancées, souvent utilisées pour exprimer un avis ou faire une requête avec diplomatie. Je me permets de, je crois devoir. Ces expressions montrent qu'on reste respectueux tout en avançant un point de vue personnel. On poursuit avec « je prends acte »,« je prends la liberté de ». Ici, on formalise une réaction ou une initiative que l'on prend, toujours dans un cadre poli et administratif. Enfin, deux structures très utiles pour introduire une justification ou une réflexion. Compte tenu que, considérant que. Ces expressions introduisent une explication ou un contexte à ce que l'on écrit ensuite. Ce sont des phrases que vous pouvez réutiliser dans presque toutes les lettres formelles, que ce soit dans un cadre professionnel, administratif ou pour un examen comme le DELF ou le DALF. Passons maintenant à une page essentielle, les formules pour bien conclure une lettre formelle. Ces phrases permettent de clôturer votre message avec politesse, tout en restant professionnel et respectueux du destinataire. On commence par une formule classique et très souvent utilisée, en vous remerciant par avance. Elle permet de montrer votre gratitude anticipée pour l'attention ou l'action que vous attendez de votre interlocuteur. Puis, dans l'attente de vous lire. C'est une manière élégante de dire que vous espérez une réponse, sans mettre de pression. Vient ensuite une formule un peu plus formelle, souvent utilisée lorsqu'on ne peut pas répondre favorablement à une demande. Nous regrettons vivement de ne pouvoir vous être utile en cette circonstance. Elle exprime un refus, mais avec beaucoup de diplomatie. Autre formule importante, je vous serai obligé de bien vouloir. Celle-ci est parfaite pour faire une demande tout en montrant du respect et de la déférence. Et enfin, une formule plus longue, souvent utilisée dans un contexte professionnel ou administratif. Mes collaborateurs et moi-même restons à votre disposition
pour vous apporter toute information complémentaire. Elle montre une grande disponibilité et un souci d'accompagnement, ce qui est très apprécié dans la correspondance formelle. Ces phrases vous permettent de terminer votre lettre de façon professionnelle et humaine à la fois, ce qui est crucial dans un examen comme le DELF ou dans un vrai contexte administratif. Terminons cette partie avec les formules finales adaptées à un supérieur hiérarchique, comme un chef, un responsable administratif ou un cadre important. Ces formules sont très codifiées et elles montrent respect, professionnalisme et distance formelle. Et bien sûr, il suffit d'adapter le mot monsieur à madame quand vous vous adressez à une femme. Voici les principales tournures que vous pouvez utiliser. Je vous prie d'agréer monsieur l'expression de ma très haute considération. C'est une des formules les plus formelles, parfaites dans un contexte administratif, professionnel ou diplomatique. Elle montre un grand respect. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma respectueuse considération. Cette variante insiste sur la dimension respectueuse de votre relation à la personne. Veuillez accepter, monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués. Une formule à la fois formelle et chaleureuse, souvent utilisée pour montrer engagement et loyauté. Recevez, monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués. Similaire à la précédente, mais légèrement plus directe. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mon profond respect. Ici, on met en avant un respect sincère et personnel envers le destinataire. Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Une formule classique et élégante, très utilisée dans les lettres professionnelles. Ces formules sont à utiliser à la toute fin de votre lettre, avant de signer. Elles permettent de terminer sur une note formelle, polie et parfaitement conforme aux attentes du DELF, du DALF ou de toute correspondance officielle. Parfois, on n'a pas besoin de tourner autour du pot, quand la lettre est courte. Quand le contexte est un peu moins formel ou tout simplement quand on veut aller droit au but, on peut choisir une formule de fin brève. Voici les plus courantes. Sincèrement. C'est une des formules les plus directes. Elle reste polie, simple et adaptée à beaucoup de situations où l'on n'a pas besoin d'un ton très officiel. Respectueusement vôtre. Une version plus formelle mais toujours concise. Elle montre du respect sans en faire trop. Votre dévoué ou votre dévoué si vous êtes une femme. Une tournure un peu plus ancienne mais encore utilisée dans certains milieux professionnels traditionnels. Cordialement vôtre. Parfait pour un ton à la fois professionnel et accessible. C'est une formule assez polyvalente qui marche bien dans les échanges administratifs. Amicalement. Plus personnel. À réserver pour des lettres où vous avez déjà une certaine proximité avec le destinataire. Ce n'est pas conseillé pour une lettre très formelle. Toutes ces formules permettent de conclure efficacement, surtout si votre lettre est brève ou que vous êtes dans un contexte moins strict que celui d'un examen. Vous pouvez les utiliser seules, sans ajouter de phrases de conclusion, juste avant votre signature. Voyons maintenant comment bien organiser une lettre formelle sur la page. Il y a plusieurs zones précises à respecter, je vais vous guider pas à pas. 1. L'expéditeur. Tout en haut, on trouve ce qu'on appelle l'en-tête. C'est là qu'on identifie tout de suite qui a envoyé la lettre. Si c'est une société, cette zone contiendra les informations clés. Nom, logo, adresse professionnelle. Ces éléments figurent souvent dans la partie supérieure de la lettre, surtout sur une feuille à en-tête. Parfois d'autres détails peuvent se trouver en bas de page, mais on en parlera plus tard. 2. Informations supplémentaires sur la société ou la personne. Juste en dessous de l'en-tête, on peut indiquer des informations complémentaires. Par exemple le service ou le bureau concerné, ou encore le nom du responsable qui écrit. C'est une section utile pour mieux situer le contexte de la lettre. 3. Le destinataire. À gauche, un peu plus bas, on écrit les informations du destinataire. Le nom complet, l'adresse, la société s'il y en a une. On évite les abréviations. Chaque élément de l'adresse doit être écrit sur une ligne distincte pour plus de clarté. On verra des exemples concrets un peu plus loin. 4. Le lieu et la date. À droite, en face du bloc adresse, on inscrit le lieu d'envoi, suivi d'une virgule, puis la date écrite en toutes lettres. Par exemple, Paris, le 12 septembre 2025. C'est mieux d'indiquer la date d'envoi réelle plutôt que celle de rédaction. Dans cette section, on peut aussi inclure l'objet de la lettre, qui doit être clair et concis,
le ou les numéros de référence si on répond à une autre lettre, et la mention pièce jointe s'il y a des documents à inclure. 5. Le corps du texte. C'est le cœur de la lettre. On laisse quelques lignes vides avant de commencer cette section. On commence toujours par la formule d'appel, monsieur, madame, etc. Ensuite, on saute une ou deux lignes avant d'écrire le texte. Ici, on explique l'objet de la lettre de manière structurée, claire et en paragraphe. 6. La signature. C'est une zone indispensable. On signe en bas à droite et juste au-dessus de la signature, on écrit le titre ou la fonction de la personne qui signe. Par exemple, responsable des ventes ou directrice administrative. 7. Le post-scriptum. Parfois, on souhaite ajouter une dernière précision, même après avoir signé. Dans ce cas, on utilise la mention PS ou post-scriptum, suivi d'un message très court. C'est facultatif, mais toujours utile s'il y a un petit détail à ne pas oublier. 8. Le pied de page. Enfin, tout en bas, sur certaines lettres à en-tête, on trouve le pied de page. Il contient généralement en petits caractères le nom, l'adresse et les coordonnées complètes de la société émettrice. Ce sont des données trop longues pour figurer dans l'en-tête, mais indispensables pour identifier clairement l'expéditeur. Passons maintenant à une section très pratique. Voici une liste d'abréviations qu'on retrouve souvent dans les lettres formelles en français. Certaines sont très courantes, d'autres un peu plus techniques, mais toutes peuvent vous être utiles. On les découvre ensemble, dans l'ordre. 1. Arti. Cela signifie article. On utilise souvent pour faire référence à un article de loi ou d'un règlement. 2. PO. Cela signifie pour ordre. On l'utilise lorsqu'une personne signe une lettre à la place d'une autre, mais sans en avoir la procuration officielle. Par exemple, un assistant qui envoie un courrier au nom de son supérieur sans document juridique. 3. BD. C'est l'abréviation de boulevard, très utile dans les adresses postales. 4. PP. Cela veut dire par procuration. Ici, la personne qui signe le fait avec une procuration officielle, c'est-à-dire un pouvoir légal pour représenter quelqu'un d'autre. C'est donc différent du PO où il n'y a pas de procuration. 5. CQFD. Cela signifie ce qu'il fallait démontrer. C'est une formule utilisée pour clôturer une démonstration ou un raisonnement, souvent dans un ton un peu formel ou logique. On le trouve parfois à la fin d'une argumentation bien structurée. 6. RC. Cela signifie registre de commerce. On l'utilise pour désigner l'inscription officielle d'une société dans le registre administratif. C'est très courant dans les lettres d'entreprise ou les factures. 7. REF. C'est l'abréviation de référence. Elle permet de faire le lien avec un autre document, une facture, une commande ou un courrier antérieur. Très utile pour organiser les échanges professionnels. 8. CF. Cela signifie conférer, un mot un peu plus soutenu. On l'utilise pour dire voir aussi, ou se reporter à, suivi d'un autre document ou d'un passage. Par exemple, CF annexe 2 ou CF article 12. 9. ETB. C'est l'abréviation de établissement, que ce soit une entreprise, une école ou une administration. 10. Etc. C'est etc. Ce qui veut dire et tout le reste. On l'utilise pour indiquer qu'il y a d'autres éléments dans la suite logique sans tout énumérer. 11. Cela signifie sans lieu ni date. On l'utilise lorsque le document ne précise pas où et quand il a été rédigé. C'est souvent le cas pour certains textes copiés ou pour des lettres d'archives. 12. Ex. Cela signifie exemple, très courant dans les listes ou pour illustrer une idée. 13. C'est l'abréviation de société, comme dans STI Général ou STNI Dupont et Fils. On commence maintenant avec le premier exemple de lettre formelle, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque exemple que je vais vous montrer portera sur un thème différent, pour bien vous entraîner à rédiger toutes sortes de lettres. Dans ce premier exemple, il s'agit d'une demande de prix et d'échantillons. Et pour vous aider à bien visualiser la structure, on va reprendre chacun des éléments qu'on a déjà vus dans l'organisation de la lettre. D'abord, l'expéditeur. En haut à gauche, on trouve Pauline Dumas 24, place Pasteur 38012, Grenoble, France. C'est ici qu'on identifie clairement qui envoie la lettre, avec l'adresse complète. Comme je vous l'avais expliqué, c'est essentiel dans toute correspondance professionnelle. Ensuite, juste en dessous, le destinataire. Ici, Dubac SA, 24 rue Cérès, 51 000, Reims, France.
Il faut toujours écrire le nom de la société ou de la personne, suivi de l'adresse complète sans abréviation et en respectant une ligne par élément. Puis on a le lieu et la date. Grenoble, le 16 octobre. Comme on l'a vu précédemment, la date est écrite sans aucune abréviation et on ajoute une virgule après le lieu. C'est important de bien indiquer le lieu d'envoi et non de rédaction. Juste en dessous, on précise l'objet de la lettre. Objet, demande de prix et d'échantillon. Il faut toujours un objet clair, concis pour que le destinataire comprenne tout de suite de quoi il s'agit. On peut aussi signaler ici s'il y a des pièces jointes. Ce n'est pas le cas dans cet exemple. Et maintenant, passons au cœur de la lettre, le texte. On commence toujours par la formule d'appel. Ici, messieurs. On n'oublie pas la virgule juste après. Puis vient le corps du texte. Les produits de votre maison jouissent d'une haute réputation et sont appréciés tant des professionnels que du grand public. Nous souhaiterions vivement qu'ils soient présents sur nos linéaires. Nous sommes particulièrement intéressés à vos fils de coton pour tapisserie et vous serions obligés de bien vouloir nous communiquer vos tarifs et nous adresser des échantillons que nous nous engageons à vous retourner. Ce texte est clair, poli, structuré. On commence par un compliment ou une reconnaissance, puis on exprime le souhait, enfin on formule la demande précise. C'est exactement ce qu'on attend dans une lettre professionnelle. Pour conclure, on a une formule de politesse classique. Nous vous remercions par avance, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. C'est une formule de conclusion très utilisée et parfaitement adaptée à un contexte neutre ou commercial. Et enfin, tout en bas, la signature. C'est évidemment indispensable avec éventuellement le titre de la personne si nécessaire. Voilà, ce premier exemple vous montre exactement comment structurer votre lettre en respectant toutes les étapes. Exemple 1. Demande de rendez-vous. Messieurs, nous avons bien reçu le catalogue de votre dernière collection de linge de maison et nous vous remercions. Nous l'avons consulté avec la plus grande attention et sommes particulièrement intéressés par vos nappes en coton imprimé. Nous souhaiterons nous entretenir avec vous d'un probable achat portant sur 6 modèles différents pour nos 5 magasins. Nous vous remercions de nous faire savoir le jour et l'heure qui vous conviendrait pour un rendez-vous. Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Exemple 2. Réponse à une demande de tarif. Messieurs, nous accusons bonne réception de votre courrier du 16 courant et vous en remercions. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les tarifs que nous appliquons pour le transport de marchandises en France. Nous nous tenons à votre disposition pour vous communiquer toute information complémentaire concernant nos services. En espérant avoir répondu à votre attente, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Exemple 3. Réponse à une demande de rendez-vous. Cher monsieur, j'ai bien reçu votre courrier du 11 courant, exprimant votre désir de me rencontrer lors de votre passage à Milan, et vous en remercie. Je regrette vivement de ne pouvoir vous recevoir moi-même en cette occasion, devant effectuer à cette date un déplacement en Allemagne, mais Madame Dumas, notre responsable des ventes, sera heureuse de vous accueillir et de discuter avec vous des termes d'une nouvelle et riche collaboration. Exemple 4, réponse à une demande de passage de représentant. Messieurs, nous accusons réception de votre lettre du 7 courant et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos établissements. Nous serions heureux de vous faire rencontrer Monsieur Lacour, l'un de nos représentants. Il se propose de passer à vos bureaux le 17 mars prochain dans la matinée. Vous voudrez bien nous faire savoir si cette date vous agrée. Exemple 5. Réponse à une demande de devis. Messieurs, nous accusons réception de votre lettre du 17 septembre et vous remercions de faire appel à nous pour vos travaux de rénovation. Notre maison vous propose des services de véritables professionnels et apporte le plus grand soin au choix des matériaux utilisés afin de garantir un travail dont la qualité n'est pas démentie par le temps. Dans le souci d'être agréable à nos clients, nous pratiquons des prix défiant toute concurrence et nous nous engageons à effectuer les travaux dans les plus brefs délais. Afin de pouvoir vous établir un devis précis qui ne vous réserve aucune mauvaise surprise, nous vous proposons de vous envoyer l'un de nos spécialistes pour une estimation. Monsieur Brest pourrait passer vous voir le lundi matin. Vous saurez nous faire savoir si la date vous agrée. Exemple 6. Nomination d'un nouveau chef des ventes. Chers clients,
Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Cage assumera désormais les fonctions de directeur de vente. Il remplacera à ce poste Monsieur Trévisan, qui prend sa retraite. À compter du 2 décembre prochain, il sera votre interlocuteur privilégié pour vos commandes et la suite de vos affaires. En raison de sa haute compétence et de sa parfaite connaissance de nos produits, il sera à même de vous conseiller utilement. Nous ne doutons pas que sa nomination contribuera à renforcer nos relations pour notre mutuelle satisfaction. Exemple 7. Fermeture pour congé annuel. Chers clients, nous vous informons que notre entreprise sera fermée pour congé annuel du lundi 3 au vendredi 21 août prochain. Afin que nous puissions prendre toutes les dispositions nécessaires pour que vos affaires n'aient pas à subir de contretemps ou d'interruptions, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir passer vos commandes pour le mois d'août avant le 26 juillet. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons d'excellentes vacances d'été. Exemple 8. Erreur de marchandises. Messieurs, nous recevons ce jour notre commande numéro 7392716, passée le 4 novembre dernier, portant sur des peignoirs. En déballant la marchandise, nous avons constaté qu'une erreur avait été commise. Concernant les coloris, nous avons reçu 100 peignoirs roses, alors que notre commande portait sur 100 peignoirs noirs. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir procéder à l'échange de ces articles dans les plus brefs délais. Sincèrement. Exemple 9. Réponde du transporteur à une réclamation. Messieurs, vous nous avez signalé que les caisses que nous vous avons livrées le 4 juin dernier vous sont parvenues en mauvais état et que les marchandises ont subi de ce fait des graves dommages. Vous nous demandez réparation, mais nous sommes au regret de ne pouvoir donner de suite à votre réclamation. En effet, les emballages n'étaient pas à notre charge. Lors du chargement, les caisses présentaient un aspect très fragile. Nous avons alors formulé des réserves à votre fournisseur et c'est auprès de lui que vous obtiendrez réparation du préjudice que vous subissez. Exemple 10. Réponse à un transporteur refusant la responsabilité des avaries. Messieurs, osons nos réception de votre courrier du 9 courant nous signifiant votre refus d'accepter la responsabilité des avaries constatées sur les 20 caisses d'assiettes de porcelaine envoyées par les établissements Lambert et livrées par votre société le 2 mars dernier. Votre décision nous contraint à vous mettre en demeure de prouver que les avaries résultent de la force majeure, d'un vice propre de la chose transportée ou d'une faute de l'expéditeur. Si dans un délai de 24 heures vous ne nous aurez pas fourni de preuves précises et déterminées dégageant votre responsabilité, nous regagerons une procédure en responsabilité devant le tribunal du commerce de Nice pour faire procéder à une expertise judiciaire. Nous faisons dès à présent toute réserve sur le préjudice que nous avons subi.